Aujourd'hui, effectivement, on va parler de crowdfunding. Le crowdfunding, aussi appelé financement participatif ou financement par la foule, comme on veut, c'est un mode de financement alternatif et complémentaire qui permet à la foule de financer des projets qui la font vibrer. Je suis Antoine Besnier et j'ai créé Mayday Mayday. Mayday Mayday, c'est le copilote de votre campagne de financement participatif. Financement participatif, c'est un exercice qui ne s'improvise pas. Et justement, parce qu'il ne s'improvise pas, j'optimise les chances de réussite de mes clients grâce à un accompagnement personnalisé. Bonsoir Charlotte, tu es la cofondatrice de Rolling Fripp. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et bonsoir Alexandre, Salut Antoine. tu es le fondateur de Fanatura. Exact. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez tous les deux une campagne de financement en cours. Je sais que c'est un exercice stressant, mais tout autant excitant, pardon. Comment ça se passe, Charlotte ? Ça se passe bien, il nous reste 13 jours, on est déjà à 78%, donc ça se passe plutôt très bien pour le moment. Ouais. On est dans la période plutôt creuse, mais on approche de la fin, donc c'est aussi le moment de relancer, donc on reste positive. Ouais. Alexandre, toi c'est ta deuxième campagne. Alors, moi, c'est ma deuxième campagne. La première, elle a eu lieu il y a 3 ans pour le lancement de la marque. Et donc, elle avait permis de financer la première collection à l'époque. Et donc là, elle vient juste de commencer. Elle a commencé vendredi dernier. Donc, c'est le 4e jour aujourd'hui. On est à 34% de l'objectif Ouais. pour l'instant. T'es stressée, Charlotte ? T'es Non. comment ? 34%, c'est beau pour déjà 4 jours, c'est impressionnant. As-tu l'envie ? Ça aurait été beau d'atteindre 35% en 4 jours. Alors après, le truc, c'est que on a quelques leviers qui font que généralement, au début, on peut aller un peu plus vite parce que on propose ce dont parlait Antoine, des tarifs en early bird, avec des réductions sur les prix de base. Bon, ça, c'est que jusqu'à ce soir minuit. Donc, voilà, c'est bien de le préciser. À partir de demain, on bascule sur des tarifs normaux. Charlotte, pour la suite. Charlotte, tu peux nous parler un petit peu de ta campagne ? Pourquoi le financement participatif ? Quelle contrepartie lors de cette campagne pour les contributeurs ? Ouais. Du coup, Rolling Fripp, initialement, c'est un camion qui se déplace, donc une petite boutique aménagée dans un camion. Et ça fait du coup 2 ans et demi qu'on a lancé le projet. Et depuis 1 an et demi, on a des boutiques, comme tu le disais, en beau précaire. Donc, on enchaîne des contrats de 6 mois, 1 an. Et du coup, c'est des baux avec lesquels on avait un grand avantage parce qu'il n'y avait pas de dépôt de garantie à l'entrée, mais qui coûtait du coup très cher. Ouais. Et là, on arrive quand même à une période de la vie de notre entreprise où on a besoin de commencer à se rémunérer. Donc, chercher à faire baisser les charges, ça passe notamment par baisser le loyer. Sauf que du coup, passer sur un bail commercial, il faut un dépôt de garantie, les cautions bancaires, payer les honoraires, tout ça. Et c'est du coup pour cette raison-là qu'on a lancé la campagne de financement pour financer tous ces frais d'entrée. Financer et rassurer, du coup. Et rassurer et pouvoir aussi stabiliser et pérenniser l'entreprise, quoi. Et pouvoir continuer du coup à promouvoir la mode circulaire auprès des jeunes, auprès des étudiants avec le camion, grâce à la stabilité de la boutique. Avec quelle contrepartie cette campagne, du coup ? Du coup, les contreparties, c'est des bons d'achat, donc des bons d'achat qu'on appelle entre guillemets primés. Par exemple, les gens peuvent participer à hauteur de 25 € et recevoir des bons d'achat de 30 €. Il y a aussi des ateliers couture, des ateliers perles. Il y a des t-shirts qui seront brodés Rolling Fripp. Voilà. Alexandre, un petit atelier perles avec Charlotte. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De croiser les projets, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais. Et toi, Alexandre, décris-nous ton projet, la campagne, les contreparties. Alors le projet, c'est 2024, Fanatura lance une nouvelle collection de t-shirts à manches courtes pour l'été. Donc le principe du financement participatif, ça permet sous forme de précommande de limiter les stocks et les invendus, ce qui dans une économie éthique, responsable, éco-responsable, donc est très important. C'est important pour nous, c'est important aussi pour nos clients. Et voilà, le financement participatif, c'est parfait pour ça, parce que ça permet justement de produire au plus juste et surtout d'avoir une indication sur les modèles, les motifs et même les tailles de nos clients. Et donc, par extrapolation, quand on va produire derrière, si la campagne est réussie, bien sûr, eh bien, encore une fois, on se trompe moins.
L'idée n'est pas de surproduire. L'idée n'est surtout pas de surproduire. On ne peut pas prétendre reverser une partie de ses bénéfices à la nature, à la biodiversité, si on lui en prend trop dans l'autre sens. Donc voilà, ça fait partie de la logique de la marque. Alors, je parlais d'une collection été 2024. Il y a 4 nouvelles espèces. Voilà. Quelles sont-elles ? Alors, il y a cette magnifique tortue à soc d'Afrique du Sud. Il y a un crabe bleu qui est absolument magnifique. Il y a une algue rouge, dite Carola. Et il y a un insecte, le chrysophore à grandes pattes, une sorte de scarabée, un scarabée. Voilà, donc qui vont constituer cette collection 2024. Et il y en a pour les enfants, pour les adultes, c'est quoi les tailles ? Alors c'est juste un modèle adulte avec une coupe unisexe très classique. C'est vrai que sur la première campagne, on avait fait 2 modèles, un modèle femme et un modèle plutôt unisexe classique. L'année dernière, j'avais sorti une petite collection pour enfants, mais là, pour l'instant, le but n'est pas, encore une fois, de multiplier les modèles. Donc là, on est vraiment sur un modèle adulte mixte, on va dire. Et il y aura peut-être une surprise pour la fin de l'année, mais on en reparlera plus tard. Ok. Donc on est sur une fin de campagne avec toi, Charlotte, et un début avec Alexandre. Alexandre, c'est ta deuxième. Si tu avais un conseil à donner à Charlotte. Te ronge pas trop les ongles. Parce que c'est vrai que les porteurs de projets, souvent, ont le syndrome de l'actualisation de la page, c'est-à-dire à actualiser tout le temps. C'est ce que tu fais en ce moment, Charlotte ? Un peu. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on est quand même très stressé. Enfin, c'est très stressant parce que c'est quand même un pari incroyable, quoi. Enfin, voilà. Et puis, on a aussi, enfin, moi, en tout cas, je pense que d'autres porteurs de projets doivent l'avoir aussi, un peu le syndrome de l'imposteur. On n'est pas forcément à la base des commerçants nés. Enfin, c'est mon cas, en tout cas. Et du coup, on a un peu toujours l'impression de solliciter notre premier cercle, notre entourage, de manière un peu abusive. Voilà. Donc, c'est un peu, on est un peu mal à l'aise, je trouve, parfois, de faire des relances permanentes pour aller au bout de la campagne. Et en fait, on se rend compte que finalement, en fait, c'est un travail comme un autre qu'il faut bien se mettre dans la peau. Si le message est passé de manière relativement zen et surtout avec détermination, généralement, on va au bout, quoi. Enfin, en tout cas, moi, ça s'était passé bien la première fois. On espère que ça ira bien la deuxième aussi. Comment a été accueillie la campagne pour ce projet de friperie, Charlotte ? Par nos proches ou par notre communauté ? Par les proches, par la communauté, globalement, En vrai, ça fait chaud au cœur parce qu'on a quand même tout notre entourage qui est derrière nous. Les premiers, c'est ce qu'on dit en général, que les premiers 20%, ça va être le cercle plutôt proche. On est arrivé quand même assez vite aux 20%, donc c'était quand même que des gens qu'on connaissait, donc ça fait chaud au cœur. Après, j'avoue qu'il y a aussi des décalages parfois de génération entre mes parents, toutes ces personnes qui sont plus âgées, qui comprennent pas forcément ce que c'est un financement participatif, donc beaucoup d'éducation sur ce que c'est expliquer que ça marche au tout ou rien, le fait que c'est soit on atteint les 12 000, soit on n'aura rien du tout. Et oui, 10 000, c'est déjà énorme, mais ça suffira pas à ce qu'on ait quand même ce montant. Donc, beaucoup d'explications autour de nous à tous ces gens en fait, qui font pas partie du secteur de l'entrepreneuriat habituellement, qui comprennent pas forcément ces systèmes. Donc, aussi un petit enjeu d'éducation, aussi auprès de la communauté, expliquer les contreparties, tout ça. Non, je confirme que il y a beaucoup de travail pédagogique. Les gens n'ont pas forcément l'habitude. Et puis, je pense que, je sais pas ce que tu en penses, Charlotte, mais moi, je sais que pour ma première campagne, j'avais pas le réflexe non plus. Tu vois, maintenant, je suis plus à l'aise et tout, parce que je comprends comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que, et puis surtout pour la génération de nos parents qui font peu d'achats en ligne, donc qui aiment pas manipuler la carte bleue, etc. Donc, il faut vraiment les accompagner beaucoup, quoi. Limite jusque dans l'acte d'achat lui-même, quoi. Voilà. L'essence même du financement participatif, c'est de redonner du pouvoir sur son argent. Tu as le sentiment que tes contributeurs, les contributeurs de ta campagne le font et ont ce sentiment-là ? Ouais. Tu veux dire que ça nous redonne du pouvoir ? Eux, en tout cas, redonnent du pouvoir sur leur argent en contribuant à un projet comme le tien, en le soutenant. Et ça a du sens pour eux, c'est concret. Et puis ça les ancre aussi vraiment dans Rolling Free. Puis ils ont mis une petite pierre à l'édifice, donc c'est notre projet. C'est un projet. On a une petite question dans le chat, excusez-moi. Oui.
On demande où est-ce que Charlotte aimerait implanter sa boutique, si elle a une idée. Ouais. Bonne question. Alors, on n'a pas trop le droit de le révéler, donc pour l'instant, on a trouvé le local. On attend vraiment la fin du financement pour pouvoir signer le bail. Pour l'instant, du coup, notre pop-up, il est à côté de République, donc rue Notre-Dame de Nazareth. L'idée, c'est de quand même rester dans le secteur, mais je peux pas vous en dire plus pour le moment, malheureusement. C'est un beau teasing, ça. C'est clair. Elle a tout compris sur l'animation de campagne. Charlotte, tu te gardes ça pour le dernier jour ou c'est après? Non, je pense qu'on va commencer à dévoiler le lieu dans toute façon, ça finit dans 13 jours, donc je pense d'ici la fin, mais ouais, dans tous les cas, on pourra signer que seulement si on arrive à atteindre les 100%, sinon le risque sera trop gros pour nous, quoi. En tout cas, ça signifie que le financement participatif est aussi une belle preuve sociale, peut permettre de rassurer, parfois de convaincre son banquier après qu'il ait dit non. Moi, j'ai plein de belles histoires comme ça à raconter. Ah, ton banquier t'avait dit non, Alexandre? Non, pas forcément non, mais disons que la perspective, enfin l'ouverture d'une campagne avec la perspective d'atteindre l'objectif, ça peut clairement rentrer dans la négociation avec la banque, ça c'est clair. Ok. Enfin, je l'ai vécu pas plus tard que la semaine dernière, donc. Non, c'est bien. T'as donné un de tes t-shirts à ton banquier ou pas? Non, pas vraiment. À la fin, si la campagne a réussi, Et toi, quel avait été l'accueil de ta première campagne? Comme c'était nouveau, il y avait. Alors, exactement comme Charlotte, je pense qu'il y a eu vraiment cette première phase avec le premier cercle, avec un vrai engouement, et c'est vrai que c'était monté très vite. Il y a toujours cette phase de creux. Le ventre mou. Voilà, le fameux ventre mou. Après, j'avais eu de la chance parce que la plateforme à l'époque, KissKissBankBank avait, enfin la Banque Postale avait mis le projet en lumière sur la page d'accueil et via la newsletter. Donc forcément, ça fait un petit peu décoller les préventes, même pas mal. Et puis, il y a toujours ce petit run de la fin qui est bien stressant, dans lequel tu vas rentrer, là, ces jours. On y va. Est-ce que Rolling Free a profité d'une mise en avant, d'ailleurs? Oui, par des influenceuses qui sont plutôt dans le secteur de la seconde main. Il y a une influenceuse qui s'appelle 109 with H qui a fait une vidéo sur la boutique parce que ça lui tenait à cœur aussi de partager des projets de seconde main parce qu'il y a beaucoup de friperies qui ferment en ce moment. Du fait de peu d'aide de l'État, de charges trop importantes. Donc, elle avait envie de mettre en lumière le fait que on faisait une campagne et que ça allait pouvoir nous aider à faire perdurer l'entreprise. Ouais. Ok. Et ces t-shirts, alors, est-ce que des gens, je disais que l'intérêt, c'est aussi de pouvoir revendiquer dans la rue, de mettre en lumière la nature, la biodiversité. Est-ce que tu as déjà croisé quelqu'un par hasard avec un t-shirt ou pas? Moi non, mais c'est mon rêve d'ailleurs. Mais c'est un peu comme si on te reconnaissait en tant que... Exactement, ouais. Mais j'ai des amis qui sortaient du musée d'Orsay pas plus tard qu'il y a 2-3 mois et qui m'ont dit tiens, il y avait toute une famille avec tes t-shirts. C'est génial, c'est énorme. Ah mais t'aurais dû les prendre en photo. Et non, mais c'est l'idée en fait. Évidemment, pour l'instant, le projet Fanaratura est encore un peu embryonnaire, mais c'est vraiment cette idée de se retrouver autour d'un vêtement étendard. Voilà, moi j'étais musicien pendant longtemps. Les groupes de rock, c'est vraiment un objet culte, le t-shirt. Et rassembler tous les fans de nature à travers un vêtement un peu symbolique pour afficher son engagement avec style, c'est un chouette projet. Voilà, bon, donc... c'est bien de préciser que Fana, c'est fan de nature. Voilà, c'est pour tous les fans ou fanas de nature, ça dépend de la génération. Mes parents, on disait plutôt fana, nous on dit plutôt fan. Voilà, c'est entre les deux. On parlait de relais de campagne. Ces relais, tu as été les chercher, Charlotte, ou ce sont des relais qui t'ont repéré durant la campagne? Les deux. On a eu un peu de travail d'aller chercher des relais. Comment est-ce qu'on s'y prend pour aller chercher des relais de campagne? C'est vraiment, on pousse la petite porte, on essaye, on tente à l'audace? Ouais, c'est ça. Il faut y aller. Après, j'avoue qu'on a la chance avec Rolling Free de faire ça partout, puisque nous, c'est le cœur de métier, quoi. Aller frapper à la porte pour demander si on peut poser le camion dans les festivals, dans les campus. C'est pareil avec l'influence, avec les médias et la presse. Il faut... Qui ne tente rien n'a rien, quoi. C'est tout à fait ça. Et toi, Alexandre, qu'est-ce que tu te gardes sous le coude pour animer cette campagne?
Ah bah là, pour l'instant, c'est vraiment le démarrage. Ouais. Donc là, on est un peu la tête dans le guidon, on va dire. Et puis en plus, moi, je cumule deux phases un peu stressantes. Donc le démarrage de la campagne et en plus le réassort de ma production, parce que je dois livrer mes distributeurs. C'est-à-dire que en plus de mon site internet, de ma boutique en ligne, je commence à avoir un certain nombre de retailers, comme on dit, dans toute l'Europe qui distribuent mes t-shirts. Et ma production arrive demain. Ah oui. Donc, il va falloir que je expédie des commandes partout avant la fin de la semaine. Donc là, je vais plutôt être focus sur cette deuxième activité, on va dire, activité parallèle. Non, ce qui marche bien, c'est que je fais aussi pas mal de pop-up stores. Je suis rentré dans un réseau de créateurs il y a 2 ans et c'est très formateur, c'est très intéressant d'aller à la rencontre de ses clients. Et donc, de temps en temps, on en voit certains qui passent la tête parce qu'ils ont l'habitude de venir dans certaines boutiques où je suis régulièrement et qui disent « Alors, vous avez des nouveautés On en est où ?» Et donc là... c'est l'occasion de leur dire, mais écoutez, pas encore, mais la collection été est en préparation, donc allez vous connecter sur la page, etc. Et donc j'ai eu une cliente là, pas plus tard qu'il y a, au tout début, le premier jour de la campagne, qui m'a dit ah mais j'aime bien votre première collection, mais vous m'intriguez avec la nouvelle, donc envoyez-moi le lien par mail et elle a commandé. Trop bien. Avant-hier. Donc, Trop bien. Parfait. Alors, j'ai oublié de passer une vidéo tout à l'heure quand Charlotte parlait. En fait, j'ai une petite vidéo qui illustre, pour montrer aux viewers, le camion de Fripp. Alors, regardons-la. Ah bah avec plaisir. Est-ce que tu veux qu'on parle par-dessus ou... Bah voilà, ça c'était un événement qu'on avait organisé à la Rotonde. C'est vrai que c'est un des seuls lieux sur Paris où on peut mettre le camion. Et ça nous permet de faire des événements assez chouettes avec DJ set, des créateurs, des créatrices, paillettes. Voilà, au fond il y a une petite cabine avec un miroir. Donc chaque campagne, enfin à chaque fois que tu plaçais le camion, c'était un événement en fait, t'organisais un événement. Ça dépend, oui. Ouais. En fait, sur les campus, on organise vraiment des journées friperies avec les étudiants. Ouais. Et après, on participe à des vintage markets. Il y en a notamment The Gros Marché qui font venir plusieurs friperies. Donc là, on n'est pas tout le temps avec le camion, mais quand on est avec le camion, oui, c'est comme un marché, mais uniquement de la seconde main et de créateurs et créatrices. Ouais. Et après, des festivals ou des open air qui sont organisés par des collectifs. Et de temps en temps, ça nous arrive d'organiser nous-mêmes notre événement. Ok. Et le camion va continuer à tourner, bien que... C'est l'idée. Si on arrive à ouvrir la boutique, oui, on pourra continuer à tourner avec le camion. C'est vrai que si on n'arrive pas à ouvrir la boutique, on devra nécessairement se poser des questions. Est-ce que vendre le camion pour ouvrir la boutique, qu'est-ce qu'on garde, comment on fait, ce sera d'autres questions. Et si on essaie d'aller un petit peu plus loin, c'est un projet étudiant à la base qui a bien mûri depuis. Oui. Est-ce que tu t'imaginais en être là, en faire ton projet professionnel ? Au début, Ouais. je sais pas. Moi, j'avais toujours envie de travailler dans la mode et dans la mode éco-responsable. C'est vrai que de base, j'étais plus sur la création d'une marque qui soit neuve, du coup, dans le neuf. Mais quand on a lancé ce projet-là, je me suis dit vraiment, c'est ça la solution d'une mode plus responsable, c'est utiliser ce qu'on a déjà. Hermine, pour elle aussi, donc Hermine qui est mon associée, qui avait aussi envie de donner du sens à son métier et ça a coulé de source. On s'est peu posé la question avant de se lancer. Et après, je pense que on n'imaginait pas par contre avoir une boutique. Je pense qu'on imaginait la vie itinérante beaucoup plus simple. Et vous êtes laissé porter, vous êtes trouvé. Tout à fait. C'est turbulence. C'est bien, c'est bien placé. Ouais. Alexandre, toi, tu faisais un tout autre métier avant d'aborder cette nouvelle aventure professionnelle avec Fanatura. Que faisais-tu ? Je suis entrepreneur depuis très longtemps. J'avais une agence de conseil en communication. Ouais. J'essaie de raconter que je passais la première partie de ma vie à fabriquer des images pour les marques. Parce que je faisais des logos et des chartes graphiques, de l'identité visuelle, comme on dit. Et donc, à la moitié de ma carrière professionnelle, on va dire, enfin j'espère, j'ai décidé de mettre cette compétence au service de la biodiversité. Donc maintenant, je reprends des images existantes pour les afficher sur des t-shirts.
Tu considères avoir tout laissé tomber à un moment de ta vie pour te tourner vers ce projet ou... C'est-à-dire que j'avais fait un peu le tour de ce métier, de mon ancien métier. Le design graphique en France, c'est pas un métier qui est très reconnu. Généralement, quand on raconte qu'on fait ça, les gens disent tu travailles dans la pub. C'est pas dans notre culture. C'est-à-dire que c'est très anglo-saxon, mais pas français. J'avais fait un peu le tour. Il fallait que je trouve quelque chose qui soit plus aligné avec mes convictions. Moi, j'ai grandi à Paris, mais j'ai passé tous mes étés dans ma maison familiale qui est dans les Cévennes, au cœur du parc national des Cévennes, en Lozère. Sympa. Et c'est un endroit où j'ai constaté par moi-même le déclin de la biodiversité tous les ans. Quand j'étais petit, j'allais pêcher avec mon père dans les rivières. On ramenait tout par-delà. Une vingtaine de truites par jour, quand on allait pêcher toute la journée. Et aujourd'hui, quand on voit une, t'es content, quoi. Donc, il y avait des papillons partout, il y en a beaucoup moins. Donc, comme tout le monde, j'ai lu les rapports du GIEC, évidemment. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté sur le terrain, comme je fais beaucoup de randonnées. Je suis amoureux de cette région et c'est vraiment un sujet qui me touche. Tu voulais switcher vers un projet plus porteur de sens. Exactement, plus porteur de sens et plus aligné avec mes convictions qui sont vraiment, pour le coup, la défense de la nature. Ok. La fin de campagne, comment elle va se passer? Tu vas fêter ça avec ton associé, avec toute la communauté. Comment tu vois cette fin de campagne? J'espère. Après, on a ce syndrome avec Hermine de jamais réussir à se poser sur nos réussites et toujours avancer. En fait, c'est tout bien. Le temps oui et non, parce que du coup, on profite jamais du moment présent. Parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent. Mais oui, on va fêter ça. On a un événement justement le mi-avril, donc on va... essayer de retrouver notre communauté dans cet événement-là. Et après, forcément, une inauguration pour la nouvelle boutique quand on aura fini de tout installer. Et on essaiera de fêter ça, oui. Donc, de ce que j'entends, tu vas pas souffler alors que l'exercice d'une campagne n'est pas de tout repos. Non, pas le choix. Si on atteint les 100%, on signe la boutique, on se lance dans les travaux et go. C'est les travaux, c'est des travaux d'ampleur ou... Non, ça va. Le local est plutôt en très bon état, donc ça va être vraiment de l'aménagement, de la décoration, mais il faut réfléchir à tout aussi, nouvelle organisation, comment est-ce qu'on gère le stock dans cette nouvelle boutique, continuer à prospecter pour aller sur les campus, les événements, on ne s'arrête jamais, quoi. De ton côté, Alexandre, la sieste n'est pas pour tout de suite? Non, c'est sûr. Non, mais c'est pareil, évidemment. Mais je pense qu'en fait, quand on est passionné, on compte pas ses heures. On adore ce métier, c'est nos métiers. C'est super stressant, c'est l'ascenseur émotionnel permanent, mais on a encore des projets tout le temps. Moi, j'ai 1000 idées. C'est bien. C'est difficile J'espère que tu vas avoir plein d'idées pour animer cette campagne qui ne fait que de commencer. Ben oui, bien sûr. Voilà, il va falloir s'y mettre. Ouais. J'espère qu'on pourra se retrouver. En tout cas, moi, je viendrai dans cette friperie parce que ça m'intrigue, cette friperie dont on n'a pas l'adresse encore, dont le teasing est bien fait. On a déjà le camion et la boutique actuelle en attendant. C'est bien. Et il y a une sorte de petit tour de carte qui est faite pour savoir quand tourne le camion ou... Non, on n'a pas fait de carte. C'est vrai qu'on y avait pensé un moment, mais on a toutes les infos sur le Insta avec toutes les prochaines dates. Ok, donc on peut te retrouver sur Instagram, le compte c'est rolling.frip. Et d'autres réseaux, j'imagine. Oui, TikTok aussi, rollingfrip et LinkedIn pour nous suivre, Hermine et moi. C'est bien, un peu de storytelling, un peu de personal branding. Et Alex? Fanature à Paris. Voilà, tout simplement. Donc sur Instagram, pas du tout actif sur TikTok. Je sais qu'il faut que je m'y mette. C'est dur. Bientôt. Bientôt peut-être. Qui sait. T'as plein de belles histoires à raconter. Alors j'ai plein de belles histoires à raconter et grâce à toi, on va peut-être, on va d'ailleurs. On va raconter ces belles histoires face caméra. Voilà. Je vais faire un effort sur moi-même et donc sur LinkedIn aussi, bien sûr. Voilà. Bon, c'est bien. Est-ce qu'on a des questions dans le chat, mon cher Antoine? En fait, on avait une question, mais Charlotte y a répondu. C'est bien. En fait la question, c'était quels sont les liens des pages de crowdfunding. Donc, nous, de toute façon, on va les remettre sur Instagram. On va les mettre dans un commentaire de la vidéo qu'on postera sur YouTube, la VOD. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous remercier parce qu'on arrive au bout de l'émission. Merci à toi.